Aujourd'hui, à Créant en ondes, on discute du métier de créateur de contenu avec Anthony Tran. Donc, on va parler d'argent, de collaboration, de perception, d'éducation, de tout ce qui vient toucher à la création de contenu. Écoutez ça. Bonjour et bienvenue à Créer en ondes. Aujourd'hui, c'est Laurence Elage, coproductrice du gala Influence Création, et je reçois Anto Tran et on parle de c'est quoi être créateur de contenu en tant que métier. Absolument. Merci d'être là, Anto. Merci à nous pour l'invitation. Exactement. Fais semblant que tu avais le choix, là, mais tu n'avais pas dans le choix. C'est ça. Mais non, pour vrai, je suis content de parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment passionnant pour moi, puis il y a beaucoup de choses à dire. Ben oui, puis Ouais. on est encore dans un contexte, mettons, de shifting de génération, où est-ce que là, il y a des jeunes de 12 ans, 10 ans qui sont comme, quand tu leur demandes en classe qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, avant c'était journaliste, puis là c'est YouTuber, mettons, qui peut 100%. sortir. Puis des fois, ils sont pas nécessairement pris au sérieux dans leur démarche ou dans qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Puis on comprend qu'il y a un gros travail de sensibilisation et d'éducation à faire autour de ça, mais parlons-en un peu de c'est quoi le quotidien de créateur de contenu. Par exemple, tu sais, le premier aspect, en fait, d'une occupation, c'est combien de temps tu passes là-dessus par semaine? Ouais, absolument. Tu sais, comme créateur de contenu, du moins, comment moi je le fais, je comparerais ça beaucoup à un travail autonome. Fait que quelqu'un qui n'a pas vraiment d'horaire fixe, fait que pas nécessairement tu rentres à 9 puis tu sors à 5, mais tu es pas mal un peu toujours en constante réflexion, en constante, c'est constante réflexion de travail, on pourrait dire. Dans le sens que, tu sais, pour moi, c'est une passion d'abord. Fait que je vais toujours penser à quelle vidéo je peux faire. Puis là, en intégrant, genre, non seulement les vidéos, la créativité, mais aussi le côté business à la chose, qui soit genre. Puis que moi aussi, j'aime beaucoup le côté entrepreneurial de tout ça. Ben, ça m'allume vraiment à 24 heures sur 24, littéralement. Là, comme, tu sais, juste hier, j'étais avec Ellie, ma conjointe, puis elle était comme, OK, on arrête de parler de job. Puis là, le prochain sujet que je parlais, c'était une vidéo que je voulais le montrer. Puis là, il était comme, tu sais, Anto, tu viens de parler de job. Là, je suis comme, attends, ça, c'est de la job? Tu sais, pour moi, c'est juste un autre. Un loisir, tu sais. Oui, oui. Mais oui, en effet, c'était comme un peu la barre entre le travail puis tout ça. Fait que je dis, mais mettons, pour donner une réponse plus concrète, là, je dirais par semaine, t'avais demandé? Ouais, ben ouais, par semaine. Tu sais, je sais pas, là, ben, mettons... OK, je pense que j'ai une vraiment bonne réponse. Mettons, le maximum que tu peux avoir d'heures de travail dans une semaine, c'est ce nombre-là que je vais toujours y penser. Mais mettons, en termes de genre temps que je dédie, fait que ce soit des meetings ou bien que je filme des vidéos, je dirais ça, dans ce cas-là, ça serait genre 4 heures par semaine pour mes vidéos à moi seulement. Fait que pour ce projet-là, 4 heures par semaine fois 5, ben fois 7, mettons, parce que genre, je fais aussi la fin de semaine, fait que c'est genre 28 de travail comme que je suis en action. Mais tout le reste du temps, ben, c'est dans ma tête pour essayer de développer quelque chose. Mais ça, c'est comme en train de filmer, là. En train de C'est pas en filmer, train de négocier des non. deals, c'est pas... Non, ça c'est filmé ou monté ou genre C'est Ellie scripté qui s'occupe de ça ou... pour les deals et tout ça. Ouais, c'est ça. Pour tout ce qui est côté business, Ellie, qui est ma conjointe, on travaille ensemble depuis 1 an et demi, presque 2 ans peut-être, 1 an et demi, je pense. Elle s'occupe vraiment tout du côté, genre, ben, closer les deals, aller négocier facturation, mais aussi, genre, faire en sorte que ben, le calendrier soit optimisé autant pour, genre, les shoots, les rencontres, mais aussi tout l'aspect qui est derrière ça, ben, elle prend tout ça en charge. OK. Puis est-ce que tu dirais que c'est un peu comme un rôle d'agent? Je dirais que c'est un agent plus plus. Parce que tu sais, un agent, ça va prendre en charge tes négociations de contrat puis ta boîte de courriel. Elle, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, c'est aussi à m'aide aussi maintenant, ben, comme elle me filme, ou quand on se filme ensemble, ben, elle est là. Au niveau créatif aussi, on brainstorm beaucoup, beaucoup ensemble pour genre, tu sais, souvent c'est moi qui vais avoir l'idée initiale. Puis après ça, avec elle, on va comme tweaker l'idée pour que ça s'améliore. Puis je pense qu'elle a un bon œil comme extérieur de comment ça peut être perçu. Fait qu'on se consulte puis on fait toujours des brainstorms ensemble de ce côté-là. Euh, Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun de travailler avec ta blonde dans ça, c'est que tu es sûr que, mettons, pour une négociation de contrat, par exemple, elle a ton intérêt à cœur. Genre 100% ton intérêt. Puis tandis qu'un agent, j'ai l'impression, des fois, ben, tu sais, premièrement, ben, c'est un humain, évidemment. Fait que des fois, ça va moins y tenter une journée, mais que de répondre rapidement à un courriel, peu importe. Puis ça va peut-être pouvoir... ça peut affecter ta relation avec le client ou avec une agence.
Puis, ou juste si ton agent n'est pas compétent puis qu'il prend du temps à répondre ou qu'il oublie des choses, ben c'est toi qui écope. Tandis qu'avec Ellie, ben non seulement je sais qu'elle c'est la meilleure, genre elle est vraiment plus assidue que moi puis tout ça, fait qu'elle a une belle structure, mais aussi euh, je suis sûr à 100% qu'elle est toujours en ligne avec mes intérêts. OK. Puis ça, c'est vraiment rassurant. Puis tu disais, dans le fond, que c'était une passion pour toi, fait que tu avais l'impression de ne pas travailler. Ça, je pense que c'est vrai dans à peu près tous les métiers. Si tu arrives à faire de ton métier, de ta passion, un métier, tu auras toujours l'impression que tu ne travailles pas. Ça va, mais peut-être que qu'est-ce qui manque en ce moment en création de contenu au Québec au niveau de la reconnaissance du métier, c'est justement de passer de la perception de ceci est un divertissement ou un hobby à je fais ça professionnellement puis c'est ma job, tu sais. 100%. Qu'est-ce qui a été le step pour toi que, genre, tu t'es levé un matin et t'as fait comme « Eh boy, je peux faire ça dans la vie puis genre, je peux bien gagner ma vie. » Ouais. Tu sais, au début, là, moi, je pensais que pour vivre de la création de contenu, fallait que tu dépendes du revenu YouTube, par exemple, d'être Ouais, YouTuber. la monétisation des plateformes directes. Exactement, fait que monétiser par les vues que tu fais. Mais, tu sais, c'est bon, c'est super bon si t'es super gros, mais à moins d'avoir des centaines de milliers d'abonnés ou une cinquantaine de milliers d'abonnés, tu peux pas avoir vraiment un revenu qui est fixe puis qui est stable, peu importe. Fait que moi, avant ça, quand je faisais ça, je pensais qu'il fallait vraiment devenir big sur YouTube puis c'est la seule manière de pouvoir vivre de ton métier. Jusqu'à temps que je réalise que, OK, il y a l'aspect brand deal. Fait que des partenaires, des partenaires commerciaux que tu peux engager ou qui peuvent t'engager pour faire une pub pour eux. Puis ça, à ce moment-là, c'est ça que j'étais comme, OK, il y a vraiment une autre manière de monétiser. Ça, c'est sans compter, genre, les liens d'affiliés. On en parle beaucoup dans les formations d'Acrea. Mais mettons, pour moi, la découverte des collaborations commerciales, ça a vraiment tout changé pour moi. Parce que quand j'ai su que ça se faisait, ben dans le fond, là, j'ai comme eu un déclic. Puis c'était genre, OK, t'es un créateur de contenu, oui, mais en fait, c'est que tu vends de la pub, finalement. T'es comme une agence. C'est juste que c'est toi qui fais tout. Puis t'es ta propre audience. Exactement. C'est la grosse plus-value par rapport à faire du contenu ailleurs. Là. C'est que là, tu payes quelqu'un pour le faire, plus il y a déjà une audience. Exactement. Tu payes quelqu'un, dans le fond, ton prix dans une collaboration commerciale, c'est toi qui le produit, qui écrit, qui idéalise, qui monte et qui est acteur, tu sais. Fait que tout ça, ça a une valeur pour chaque, comme pour chaque rôle. Mais c'est toi qui le fais. Fait que là, puis aussi, quand j'ai réalisé que les budgets, mettons que les budgets de télé qu'il y avait pour des mêmes pubs, mettons qui utilisaient l'audience de la télé, mais là, qui se transféraient pour les réseaux sociaux, c'était juste incroyable, tu sais, parce que ces budgets-là, c'est des centaines de milliers, voire même des millions. Ben, c'est sûr que c'est bien plus facile de closer une coupe de mille, mettons, pour une entreprise. Charger une coupe de mille pour une entreprise quand elle voit toute cette grande disparité-là entre la télé et les réseaux sociaux, tu sais. Et aussi parce que c'est beaucoup plus trackable. 100%. On s'entend sur le web si tu fais une campagne avec un lien affilié ou est-ce qu'il est directement lié à l'influenceur, soit avec un code promo ou quoi que ce soit, tu sais exactement combien de personnes ont cliqué dessus, qui est allé sur le site. Tu peux tout tracker. Alors qu'à la télé ou dans tous les médias traditionnels, c'est toujours genre bon, ben, on a envoyé notre journal à 60 000 personnes. Il y en a combien qui ont fait du feu avec? 100%. Puis, avec les journaux, je pense pas que c'est autant précis comment. Mais premièrement, avec les réseaux sociaux, tu peux voir c'est quoi le pourcentage de personnes qui ont regardé jusqu'à la fin, le pourcentage moyen que le monde a regardé ta vidéo, l'âge, l'audience exacte, la géographie précise de ton audience. Fait que tout ça, ça a beaucoup de valeur pour l'entreprise qui veut faire une pub visée, tu sais, comparativement à la télé. Par contre, la télé, ça coûte encore bien plus cher, tu sais. Les médias traditionnels, encore là. Fait que c'est quand j'ai fait ce switch-là que finalement je vendais de la pub pour des entreprises. Évidemment, faut s'assurer que la pub soit authentique, puis propre à moi, puis comment je l'intègre. Mais quand j'ai fait ce switch-là, je suis comme, oh my god, OK, on peut vraiment développer une carrière avec ça. D'ailleurs, au niveau des collaborations, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une entreprise va t'appeler le lendemain d'une collab ou le lendemain, une semaine après, un mois, pour dire ça a vraiment bien fonctionné? Genre, qu'est-ce qu'ils regardent le plus? En fait, drôlement, les plus grandes entreprises, c'est eux qui s'en foutent genre de comment ça s'est passé et tout ça.
C'est des stratégies plus de notoriété Exactement. que de conversion. Exactement. Mais sinon, qu'est-ce qui est possible, c'est juste de reprendre Qu'est-ce qui se fait souvent, en fait, c'est de prendre un appel avec le client, l'entreprise après. Puis justement, c'est là que tu présentes toutes les stats que je mentionnais, là, l'audience, les vues, le nombre de partages, les commentaires. Puis ensemble, vous discutez, premièrement, quel impact qu'eux ont perçu, comment toi tu peux aussi, tu peux donner des insights par rapport à, OK, cette vidéo-là a performé comme ça. Voici, c'est un très bon résultat ou un moins bon résultat par rapport à mes vidéos normalement. Ouais. Ce à quoi vous avez payé, tu sais. Ou pour ce type de contenu. Pour ce type de contenu-là, exactement. Fait que là, tu touch base par rapport à ces sujets-là. Puis si ça s'est bien passé, souvent, pour une autre prochaine campagne, ils vont te re-signer. Puis c'est comme ça que tu développes une bonne relation avec soit l'entreprise ou une agence, puis que tu peux assurer une certaine constance en termes de revenus. J'ai une question qui a semi-rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, mais j'ai envie de la poser, fait que je vais y aller pareil. Si tu étais une compagnie, est-ce que tu ferais un lancement auprès de plusieurs influenceurs en même temps ou tu engagerais le même plusieurs fois? Oh, c'est une vraiment bonne question. Je dirais que si je joue au long terme, j'irais avec un créateur que je m'identifie, que l'entreprise s'identifie beaucoup, puis c'est un fit parfait, puis comme un match parfait, là, comme il faut vraiment tout penser, puis que ce soit mon ambassadeur finalement. Mais si je fais juste une promotion spontanée d'une campagne, par exemple, un nouveau produit pour l'été, genre, j'ai l'impression que plusieurs créateurs seraient mieux. Parce que je pensais à Saint-Hubert qui avait fait ça à un moment donné pour une campagne RH. Ouais. Puis là, il avait sorti un filtre. Puis là, ça disait où tu pouvais aller travailler. Là, c'est comme si c'était plus cuisine, service. Ouais. On s'entend-tu, c'est un filtre, whatever, mais ça avait très bien marché. Là. J'avais vu 1 million d'influenceurs en train de faire ce filtre-là. Puis 100%. Je suis pas sûr qu'ils étaient tous payés, d'ailleurs. Il y en a sûrement qui ont commencé à le faire juste parce qu'ils pensaient que c'est un trend. Ah, mais tu vois, ça, c'est vraiment un beau type de campagne, une belle 100%. pour une activation spontanée. Mais je pense aussi pour les ambassadeurs que tu engages comme au long terme, c'est surtout aussi, je pense, pour des entreprises nichées. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais mettons, tu es une entreprise de fitness, tu vas prendre genre le meilleur créateur fitness du Québec, mettons, pour percer ce marché-là, puis que tu le sponsorises à toutes les vidéos. Puis c'est sûr que avec l'évolution de ce créateur-là, ta brand aussi va évoluer avec. Puis si tu as tout le budget du monde, tu fais ça avec plusieurs créateurs, tu sais, le double, pas le double, mais je veux dire les deux options ensemble. 100%. D'ailleurs, au niveau de comment on peut, tu sais, ceux qui ont envie de devenir créateurs de contenu, tu sais, on revient à ma question de tantôt, tu as 12 ans. Ouais. Tu veux devenir YouTuber. Quand on disait d'être journaliste, c'était facile, il fallait que tu fasses un bac en communication, puis tu graduais, puis tu appliquais pour un stage, puis tu commençais. Ouais. Comment on peut gérer les attentes d'un kid ou de quelqu'un qui a envie de devenir viral? Parce que, tu sais, pour vivre, il faut quand même que tu aies des vues. Là. C'est pas 100%, en faisant 100%. Des vidéos de 100 vues que tu pourras vivre de ça. Fait que comment on devient viral? Comment on peut gérer nos attentes par rapport à ça? C'est quoi le conseil que tu donnerais à Anthony, 12 ans? 100%. Mais je pense que la comparaison est quand même bonne entre un créateur et un journaliste, mais je comparerais plus avec, mettons, un athlète professionnel. Pour devenir athlète professionnel, comment c'est que tu commences jeune, tu as un skill, tu le développes, tu pratiques, tu joues tout le temps. Puis à un moment donné, quelqu'un te remarque, puis c'est là que tu développes ta carrière, puis là, tu te fais signer par une équipe. Comme un créateur de contenu, je pense c'est un peu la même chose, où en ce moment, si tu as une passion, ou tu as un intérêt plutôt, tu pratiques, puis à un moment donné, quand tu crées ton audience, il y aura certaines entreprises qui vont te remarquer ou bien que tu vas pouvoir monétiser avec les vues, peu importe. Et là, tu vas pouvoir builder une carrière par rapport à ça. La seule différence entre un athlète et un créateur de contenu, selon moi, au Québec, c'est que l'athlète, pour devenir un athlète professionnel, mettons un joueur de soccer, ça va toujours rester autant difficile, voire même impossible. Tandis que pour un créateur de contenu, de plus en plus, avec comme la créa, toutes les initiatives qu'on a, puis toute la démocratisation de ça, ça va être de plus en plus facile d'être de créateur de contenu. Évidemment, il faut quand même avoir une audience. Mais je pense qu'avec l'évolution, on n'aura pas besoin d'avoir une autant grande audience que mettons... Plus pertinente. Oui, ça, il faut juste avoir une audience qui est pertinente pour une entreprise ou pour une audience, finalement, pour que tu puisses en repartir une carrière.
Fait que, tu sais, je connais du monde, là, ils ont comme 13 000 abonnés, qui est beaucoup d'abonnés, mais c'est rien à comparer à des personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui ont une belle carrière en termes de créateurs de contenu. C'est juste parce que... Mais c'est juste qu'ils ont une bonne audience, qui sont visés, tu sais. Qui sont nichés, ils font... Ouais. Exactement. Fait que pour moi, mettons, pour revenir à la question de Anthony de 12 ans, je dirais, fais juste... Si tu as un intérêt pour les vidéos, fais juste continuer à les faire sans avoir une pensée d'en faire une carrière. Fais juste en faire. Puis à chaque vidéo, essaie de devenir meilleur. Puis essaye tout. T'sais, pour moi, j'ai vraiment tout essayé comme style de vidéo, là. Puis j'ai passé par tous les intérêts. Puis tous les intérêts que j'ai passés par, ben je les ai montrés sur mes vidéos. Puis les gens t'ont suivi quand même. Ouais, exactement. Mais pour moi, ça m'a vraiment débloqué, mettons, en 2021 sur TikTok. Avant, mettons, là, je parle pas de YouTube, que ça, c'est une chose complètement différente, là. Mais ça m'a vraiment débloqué en 2021. Mais tu sais, j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, genre, en 2012. Mais c'est ça que j'allais te dire, d'ailleurs. À force de connaître de plus en plus de créateurs de contenu, je me rends compte que la majorité font ça depuis longtemps. 100%. Très longtemps, des oui. dizaines d'années, là, des gens qui ont commencé, il y avait 11 ans, 10 ans, puis ils ont persévéré, ils ont perfectionné leur contenu, puis c'est comme ça que, tu sais, Cynthia Dulude, c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. Ils ont tous passé un peu par le même chemin. Ça se peut, là, devenir viral demain matin, avoir une vidéo qui fait 2 millions de vues, puis, mais si tu veux une carrière, c'est la constance qui va t'amener là. 100%. Puis pourquoi la constance t'amène là? C'est parce que ça vient te donner des skills de tout ce qui nécessite pour avoir une bonne vidéo. Fait que, ben, premièrement, être bon devant la caméra, bien parler. Puis sinon, si t'es moins bon pour parler comme moi, mais apprendre le montage. Ensuite de ça, surtout l'idée qui est le plus... la chose qui est le plus importante, c'est de trouver une bonne idée, un bon sujet à partager, puis qui est unique pour toi, puis pour l'audience qui regarde. T'sais. Fait qu'avec la constance, c'est ces 3 choses-là que tu vas perfectionner, puis c'est ça qui va optimiser tes chances d'avoir une carrière. Puis c'est pour ça que, genre, justement, je parlais de ça avec Ellie, puis j'ai remarqué qu'il y a comme 2 types de créateurs ou de personnes qui ont une carrière en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a le monde qui, justement, ça fait vraiment longtemps qu'ils font ça, puis que... Et il y a d'autres mondes qui ils ont une plateforme, que ce soit par une télé-réalité, ou bien il y a une plateforme à cause qu'il y a une vidéo qui a été virale. Puis, tu sais, la comparaison entre les deux, c'est que je trouve que les personnes qui ont fait ça depuis longtemps, même si, par exemple, leur chiffre il baisse ou peu importe, ils savent toujours se remonter puis trouver une nouvelle idée. Tandis que ceux qui ont eu une plateforme qui ont été bâtis par soit une vidéo virale ou bien par une autre plateforme qu'ils ont eu, ben ils n'ont pas développé les réflexes nécessairement pour se renouveler. Mais c'est ça la game de la création de contenu, c'est tu dois te renouveler à chaque moment, à chaque trend. Puis ça peut être on parle de mois, mais même de semaines, de se renouveler puis trouver une nouvelle idée. C'est normal que si tu fais le même style de vidéo pendant 2 ans, ben ça se peut qu'après 2 ans, ça se marche moins bien parce que le monde, ils sont tannés de voir le même style de vidéo que tu fais. Juste comme, ben tu sais, genre en tant qu'audience, en tant que consommateur, tu vas pas regarder la même vidéo 10 fois. Tu vas regarder une fois, tu as eu ton bonheur, ton plaisir par rapport à ça, ben après, c'est what's next. Fait que c'est ça comme qu'il faut avoir. C'est vraiment important d'avoir ça en tête quand tu es créateur de contenu ou que tu veux le devenir, c'est que à la constance va t'amener à développer des réflexes pour bien créer ton contenu. Puis c'est quoi bien créer ton contenu? C'est trouver des bons sujets, être bon devant la caméra ou bien monter, tu sais. Je pense que c'est même vrai aussi pour les trends, dans le sens 100%. où tu peux te servir des trends pour aller chercher de la visibilité en ligne, mais tu peux pas juste faire des trends. Parce que les gens vont pas te suivre si tu fais juste copier qu'est-ce que les autres font. Sinon, tu n'auras pas d'identité à toi-même. Exact. Puis, mettons, si on parle pour développer une carrière, ben les brands, ils veulent une audience spécifique que tu as bâtie. Et souvent, quand tu as bâti une audience spécifique, c'est grâce à ta personnalité, ta touche ou qu'est-ce que tu peux donner que les autres peuvent pas sur ta page. Interesting. Au niveau des différences sur le métier ou la réalité de créateur de contenu par rapport à ailleurs, est-ce que tu vois des différences au Québec par rapport au Canada anglais, par rapport aux États-Unis? Est-ce que c'est mieux reçu, mal reçu? Si tu es moins bien payé? Qu'est-ce qu'il y en a? Mais je pense que, mettons, en termes de proportion, on est quand même pas pire au Québec. C'est sûr que si on compare surtout les marchés que je connais un peu mieux, comme à part le Québec, là, les États-Unis versus aussi la France, ben, je pense qu'aux États-Unis et la France, ils ont plus de moyens pour produire des contenus fous, genre. Des vidéos juste folles, si tu penses à MrBeast ou bien Squeezie, peu importe en France. Eux, ils ont des budgets qui sont vraiment intéressants
pour créer leur contenu. Je pense, tu sais, c'est sûr que on est derrière par rapport à ça, mais il y a du monde aussi qui pense à faire du contenu juste en anglais au lieu du français, qui choisit de faire du contenu en anglais au lieu de faire en français parce qu'ils veulent viser un marché international, puis pensant que genre il y a plus de chances de pogner puis d'avoir une audience. Mais au contraire, moi je pense qu'on est vraiment chanceux au Québec d'avoir cette unicité-là culturelle et linguistique du français et surtout notre accent québécois, parce que vu qu'on est unique, ben le monde qui sont ici, ils veulent consommer du contenu québécois, tu sais. Et ça, c'est super important. Et ils en consomment. Et ils en consomment. C'est backé par justement TikTok, Canada et tout ça. Et ça, c'est vraiment avantageux pour nous, les Québécois, parce que c'est seulement nous, ça veut dire que c'est seulement nous qui peuvent créer ce contenu-là. Et ça veut dire qu'on a finalement moins de compétition par rapport à si on faisait un contenu en anglais puis qu'on se forçait à parler anglais pour un marché qui est international. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a moins d'argent qui peut être fait dans cette industrie-là en ce moment au Québec versus au marché international, soit aux États-Unis, en parlant anglais. Par contre, c'est bien plus facile de percer ici au Québec et de te différencier parce qu'on aime ça, le contenu québécois. Par contre, si tu perces, tu peux bien vivre quand même au Québec puis ça va juste s'améliorer, tu sais. Oui, puis j'aimerais le répéter encore pour nos adeptes de marketing. Les compagnies, ils veulent payer pour... Ben, les compagnies qui veulent percer au Québec par le marketing d'influence, ils veulent payer pour des followers au Québec. Mais oui, 100%. Fait que quand tu arrives pour analyser un kit média de quelqu'un qui a 1,8 million d'abonnés, c'est cute, mais il y en a 1,6 qui sont en dehors du Québec. Fait que là, t'es rendu dans des prix qui sont hijackés vraiment intenses. Ça veut pas dire que le créateur veut pas ça, c'est juste que c'est pas le marché que la compagnie vise, donc Exactement. ils sont pas prêts à payer pour le 1,6 million qu'ils veulent pas. Exactement, puis tu sais, je vois beaucoup le problème, mettons, ailleurs, surtout aux États-Unis. Il y a plein de créateurs qui ont comme 1-2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais aux États-Unis pour un marché international. Puis eux, ils vivent même pas de ça. Tandis que nous, il y a du monde qui ont 20 000 abonnés qui en vivent assez bien, mettons. Puis ça, c'est juste la différence de l'audience. 1-2 millions d'abonnés internationaux, pas visés, ça n'a aucune valeur pour une entreprise qui veut viser un marché juste de Québécois, par exemple, que quelqu'un qui est capable de viser 20 000 bonnes personnes québécoises avec un intérêt commun. Fait que, c'est même ça s'applique aussi au type de contenu. Là. 100%. Un créateur de contenu, c'est bien plus vaste qu'un artiste. Absolument. Un artiste, nous, de notre côté, c'est un créateur de contenu artistique. On a une catégorie pour ça. Mais en fait, n'importe qui fait des vidéos, qui les poste en ligne, peu importe c'est quoi le sujet, devient un créateur de contenu dans son domaine. Puis il peut éduquer, sensibiliser, il peut vendre des affaires, il peut parler de sa business. C'est limitless, là. 100%. Interesting. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que, honnêtement, genre, je prends vraiment le temps, mais j'encourage vraiment le monde de choisir de faire leur contenu en français s'ils sont au Québec. Parce que, ben, premièrement, c'est probablement la langue que tu parles le mieux, là. Fait que tu auras déjà là un avantage en termes de prononciation, de juste compréhension de la langue, versus t'as forcé à parler anglais quand c'est peut-être pas la langue que tu maîtrises le plus. T'sais. Puis là, en plus de ça, tu rentres en compétition avec tout le monde au complet. Oui, puis ça, c'est une autre affaire. Là. Les gens, si vous faites des brand deals, je comprends pas encore les compagnies qui vont chercher des créateurs de contenu pour leur dire « faudrait que tu fasses ça ouais. ». Le but, c'est de faire comme, regarde, c'est toi l'expert dans la création de ton contenu, c'est toi qui connais ton audience, voici nos objectifs. Sors-moi un concept qui va arriver à mes objectifs, mais les pubs qui sont imposés, on les flag tout de suite. Là. Ça prend 1 seconde et 0.2 d'écoute. C'est vrai. Puis tu le sais que c'est pas naturel. C'est vrai. Mais heureusement, j'ai l'impression que il y a comme un switch qui se fait tranquillement, pas vite, où ce que là, les agences, les entreprises, ils sont plus conscientisés à laisser le créateur choisir. Là, la seule chose, c'est des fois comme ils disent « Ah, t'as carte blanche, mais inclus ça, puis là, ça devient une liste d'épicerie. Puis ça finit plus. Mais oui, je pense qu'il y a quand même une amélioration par rapport à genre quand j'ai commencé il y a 2 ans à faire des brand deals, 2-3 ans. Parle-nous justement de ton plus gros brand deal à vie, là, ton plus gros contrat. Parce que je t'ai vu, tu as sorti du contenu là-dessus
il y a quelques mois concernant, tu sais, qu'est-ce que tu peux t'acheter avec ton plus gros contrat de création de contenu. Donc, Anto, qu'est-ce que tu as pu t'acheter avec ton plus gros contrat? C'est vraiment une bonne question. Si on parle juste de... Je vais répondre en deux parties. Si on parle d'une seule vidéo postée, en fait, j'avais déjà dit dans une vidéo, fait que je ne me dérange pas de le dire, c'était 9800 $ pour une vidéo postée. Mais après, quand j'ai posté cette vidéo-là, j'ai réalisé que c'était pas vrai. Il y en avait une autre collaboration qui était plus chère pour une vidéo, c'était 10 800. Mais cette collaboration-là était unique dans le sens que c'était posté sur ma page, mais c'était toute une équipe de production, de leur équipe de production qui le faisait, le montage puis tout. Fait que j'étais comme engagé comme un acteur et pour utiliser ma plateforme pour ce cachet-là. Fait que techniquement, c'est plus worth que l'autre vidéo de 9800 que j'ai toute faite. Par contre, j'ai préféré faire la vidéo que je faisais toute entièrement parce que, ben, comme on parle justement, ben, tu sais, si c'est quelqu'un d'autre qui monte pour ta page, ben, les codes de ta chaîne, tout ça, ils vont être perdus. Finalement, fait que ça, c'est une belle expérience à tirer, quoique je peux pas me plaindre du cachet. Sinon, si on parle, qu'est-ce que j'aurais pu m'acheter avec mon plus gros contrat à vie, mais tu sais, une signature qui peut comporter genre plusieurs mois, plusieurs contrats, peu importe, plusieurs vidéos, peu importe. Je pense que je pourrais m'acheter pas encore, mettons, une Tesla Model Y, mais bien accompagnée, genre. Bien boostée, on pourrait dire. Avec plein d'options. Ouais, avec quelques options, une couple d'options. Excellent. Parle-moi un peu aussi de la perception du métier de créateur de contenu venant toi-même d'une famille que, tu sais, tes frères ont des métiers traditionnels. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ouais, mon plus grand frère est dentiste, mon deuxième frère est médecin, puis ma soeur est avocate. Fait que là, il n'y a personne là-dedans qui te demande s'ils vont crever de faim dans la vie. Là. Non, c'est ça. très bien qu'ils vont réussir puis ils vont être corrects. Ouais, fait que là, t'as Anto, toi, dans le milieu? Ouais. Non, je suis à la fin. Je suis le dernier. Je suis 12 ans après ma soeur qui est qui est le plus proche de moi. Anto, le petit dernier qui arrive et qui dit « Moi, je suis YouTuber, les gens. » C'est sûr que tes parents n'ont pas trippé là, au départ. Non, c'est ça. Au début, depuis toute mon enfance, j'ai toujours dit à mes parents que j'aimerais ça. En fait, j'ai fait croire que je voulais que j'étudiais pour être médecin, mais que je faisais toujours des vidéos YouTube ou peu importe sur les réseaux sociaux pour le fun. Fait que là, ça, c'était toujours, mettons, au secondaire, primaire, secondaire, ça a toujours été le cas. Je pense que c'est rendu au cégep, peut-être fin secondaire, que j'ai dit à mes parents « Hey, j'aimerais ça faire une carrière comme créateur de contenu, tu sais, parce que je voyais d'autres mondes, soit aux États-Unis, en France, le faire, puis même quelques personnes au Québec pouvoir réussir à faire ça. » Puis là, mes parents, évidemment, étaient comme « Bon, ça va lui passer, tu sais, il fait encore ses études. » Puis heureusement, parce que j'avais quand même j'avais des très bonnes notes quand même à l'école, malgré que je faisais tout ça, parce que, en tout cas, je pense que j'ai quand même bonne facilité avec l'école à apprendre, peu importe. Fait que ça rassurait beaucoup mes parents. Jusqu'au moment, je pense que c'était à l'université, c'était au HEC, quand je leur ai annoncé, au moment que je leur ai annoncé que je me lançais à temps plein dans la création de contenu comme créateur de contenu, c'est que j'avais déjà réussi à accumuler comme un bon montant avant. En fait, j'avais déjà une bonne année à leur montrer pour dire « Hey, check ça. Ça, c'est ce que j'ai été capable d'accumuler, par exemple, pour près de 1 an, mettons, sans même me mettre à temps plein. Fait que imaginez ce que je peux accomplir si je me mettais à temps plein. Fait que, je pense que mes parents, à ce moment-là, j'aurais vraiment mis en confiance. Puis mon frère médecin en particulier m'a vraiment encouragé à le faire. Il est comme, tu sais, lui, il a fait le plus d'études possible. Là. Il est pédiatre, oncologue, hémato-oncologue. Là. Fait que lui, il a fait genre 15 années d'études, peu importe, pour se rendre à ce point-là. Fait que lui, il m'a dit, si t'es pas passionné de quelque chose, tu vas pas réussir. Fait qu'il a dit à mes parents, check, Anto, il est vraiment passionné de ça, puis il semble avoir un plan. Donnez-lui la chance de l'essayer. Puis c'est quand même ironique que ce soit mon frère qui a le plus d'études qui m'a encouragé à comme poursuivre mes rêves, tu sais. Fait que ça l'a mis en confiance mes parents, mais tu sais, assez rapidement, j'ai eu des bons résultats, fait que mes parents sont plus inquiets, puis maintenant, ils sont super ouverts à ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun, ainsi que tous mes frères et sœurs. Mais... Morale de cette histoire, si vous voulez convaincre vos parents de devenir créateurs de contenu, appelez le frère Anto. Ouais, c'est ça. Mais je pense, mettons, la perception des d'être créateur de contenu en général, des fois, je suis quand même encore gêné, je vais te le dire. Là.
Genre, Ah ouais? quand je parle à du monde qui sont un peu plus vieux, puis que je sais clairement qu'ils savent pas c'est quoi, genre, puis que les Ouais. seuls titres qu'ils ont vus de créateurs de contenu, c'est l'influenceur et Journal de Montréal Tulum, genre. Tulum. Je suis comme, ah ben, tu sais, je suis dans le marketing. Là. Garde ça vague. Ouais, c'est ça, marketing d'influence, tu sais. Mais, Oh mon Dieu. Mais non, mais c'est plate que, surtout toi, tu sais, en voulant dire, je veux dire, il n'y a personne au Québec qui peut regarder ton contenu puis faire ce gars-là, il n'a pas réussi là-dedans, là. Fait que c'est poche qu'en 2024, tu sois encore en train d'expliquer ça. Mais tu sais, je comprends qu'il y a un conflit de génération, mais ça s'en vient mieux. oui, oui. Oh my God, de mieux en mieux, tu sais, là, je le dis fièrement que je suis créateur de contenu. Il y a juste certaines situations où tu sais, c'est quelqu'un que tu rencontres pendant 2 secondes, t'as pas le temps d'expliquer ou tu sais, juste de parler. Fait que t'es comme, ah, bon, je vais juste dire ça rapidement. Mais non, en général, je suis très, très fier de dire que je suis créateur de contenu. Puis surtout quand je peux élaborer, même conscientiser du monde sur certaines choses. Là. 100%. 100%, ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que la création de contenu, c'est comme l'argent. C'est pas mauvais ou c'est pas bien. C'est juste un moyen. Ça dépend comment tu l'utilises. OK. Puis, par curiosité, exemple qu'à l'école, il y aurait eu des programmes de formation vraiment appliqués pour devenir créateur de contenu. Est-ce que tu te serais inscrit? Ben oui, définitivement. C'est sûr. C'est sûr. Genre, à la fin du secondaire, ça aurait été comme une de tes options du cégep, puis 100%. let's go. 100%. Je pense que, tu sais, mettons qu'il y avait un programme plus tard de création de contenu, je pense que ça serait le même modèle que l'école de l'humour. L'École nationale de l'humour, je pense. Parce que l'École nationale de l'humour, dans le fond, ils donnent tous les outils pour pouvoir réussir. Mais à la fin de la journée, si tu réussis, ça dépend de ta personnalité, puis si tu es bon, puis à quel point tu mets ton âme dessus, tu sais, puis que tu utilises les outils pour le faire. Je pense que pour la création de contenu, c'est un peu la même chose. Et faudrait qu'on te donne les outils, tu sais, genre les skills nécessaires pour bien parler devant la caméra, bien pratiquer, les bases de montage, puis tout ça. Mais après ça, tu sais, pour avoir une carrière, il y a quand même ton chemin à faire pour réussir. Fait que je pense que ce serait le même modèle que l'École nationale de l'humour, mais s'il y avait une École nationale de la création de contenu, c'est sûr que je serais allé. OK. 100%. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le métier de créateur de contenu qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Moi, je pense que le métier est super, quand même peu importe ce qu'on dit, je pense qu'il est assez populaire en ce moment. Les plus jeunes, ils veulent faire ça. La seule chose que je veux qu'on ait en tête quand on parle de ce métier-là, c'est que c'est pas quelque chose que justement tu auras un chemin tout droit pour, par exemple, être ingénieur, qui va être difficile, mais c'est quand même un chemin tout droit. Là, la difficulté pour devenir créateur de contenu, ça va être de trouver ton propre chemin, puis il n'y a pas une personne que le chemin pour le devenir est pareil. Fait que c'est juste d'avoir ça en tête. Et donc, si tu as un réel intérêt et une réelle passion pour ça, c'est là que tu devrais te lancer. Mais si tu veux juste faire ça pour les clics, les vues, les abonnés, l'argent peut-être, ou développer une carrière, ben je pense que tu vas être malheureux à l'essayer parce que ça va être très difficile. Oui, mais en fait, c'est la même chose quand tu deviens travailleur autonome ou entrepreneur. C'est des métiers, mettons, qui sont devenus super populaires dans les dernières années. Parce que les gens sont comme, ah, soif de liberté, je peux choisir mon horaire. Non, non, tu dois aussi faire ton salaire, puis tes déclarations de TPS, TVQ, puis tes états financiers. Puis, fait que, tu sais, il faut pas juste penser non plus que c'est t'allumes ta caméra, tu fais un petit montage sur CapCut, puis c'est fini. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses dans l'envers du décor qui font en sorte que c'est un métier parce que ça prend du temps et des ressources pour le faire. Là. 100%. Puis tout l'aspect, tu as raison, là, tout l'aspect fiscal de la chose, faire tes impôts, remettre tes numéros avoir tes numéros de taxes pour genre payer tes taxes, ça c'est tellement quelque chose que je m'attendais pas à devoir gérer, mettons. Parce que tu te lances et c'est comme, oh, c'est le fun. Mais c'est super important de régler ça dès le début parce que si ça traîne, ça va traîner longtemps puis ça va s'agripper fort à toi, ça va pas partir. Ça coûte cher. Ça coûte très cher, ouais. Ça coûte cher ignorer les lois fiscales. 100%. Excellent. Ben merci beaucoup, Anto. Merci à je toi. pense qu'on a fait quand même le tour du sujet. J'espère qu'il y en a qui vont être aiguillés grâce à tes conseils ou qu'on va mieux pouvoir expliquer c'est quoi le métier de créateur de contenu. Mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui va être en constante croissance dans les prochaines années. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Absolument. Merci. Il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que il y a des créateurs de contenu qui sont super bons et qui réussissent super bien aussi, mais qui n'ont pas nécessairement
la, la mentalité entrepreneuriale, et ça, c'est bien correct. Tant que tu es créatif, là, genre, tu n'as pas besoin de vouloir, genre, tu sais, avoir la business en tête. Parce que moi, j'aime ça, mais il y en a d'autres qui aiment juste créer. Et ça aussi, pour ces personnes-là, c'est super possible. Dans ce cas-là, il y a plein d'agents qui vont avoir le plaisir de te gérer, puis de justement de runner ta business, puis que toi, tu as juste à penser à faire des vidéos. Fait que si c'est le côté entrepreneurial qui te bloque, il y a plein de ressources pour toi puis ça va juste s'améliorer. Fait que c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, puis que ça ne devrait pas te faire peur. Excellent. Merci. Yes!